Alors, je voudrais déjà remercier les organisateurs de leur invitation, et tout particulièrement Brendan McCormack. Je suis désolé de vous parler en français, mais je serais bien incapable de vous parler en gaélique. J'ai essayé ne serait-ce que de prononcer le titre de ma conférence. Et je n'y suis pas arrivé. Alors je me suis dit qu'il valait mieux éviter ce ridicule. Je vais plutôt vous parler d'anthropocène. Je suis désolé, encore un méchant mot, celui-là aussi venant du grec, plutôt que de développement durable. Et finalement, vous allez comprendre très rapidement, quand on avance dans cette notion d'anthropocène, on se rend compte assez rapidement que parler encore de développement durable, eu égard à ce qu'est l'anthropocène, c'est assez décalé, et probablement a-t-il été toujours trop tard pour parler de développement durable. Et donc, qu'est-ce que l'anthropocène? Ça serait une nouvelle séquence géologique dans laquelle nous serions entrés à compter des années 50 du siècle dernier, 1950. Et cette époque succéderait à ce qu'on a appelé l'Holocène, c'est-à-dire l'époque qui nous séparait de la fin, alors vraiment fin cette fois-ci, du dernier âge glaciaire, et qui aura duré 11 700 ans. Et durant ces 11 700 années, eh bien, les conditions ont été très favorables au développement de l'espèce humaine. Peut-être et sans doute de trop, que les conséquences de nos actions ces dernières décennies vont faire qu'il n'en sera pas tout à fait ainsi. Alors, cette expression anthropocène est un peu trompeuse parce qu'elle signifie époque de l'homme. Époque de l'homme, on aura tendance à l'interpréter comme une époque où l'homme arrive à son sommet de sa maîtrise de la nature. Vous allez voir, c'est pas tout à fait ça. C'est pas exactement comme ça qu'on peut l'entendre. Effectivement, l'anthropocène, c'est cette nouvelle séquence géologique. Je dis séquence parce que c'est difficile de savoir si c'est un âge, une période, une ère. Laissons ça aux géologues et de toute façon ceux du futur, parce qu'aujourd'hui on ne saurait le décider, même si on voit que les conséquences de nos actions portent très loin, sur des millions d'années. Mais bon, eh bien, effectivement, c'est l'effet d'une influence massive, à la fois de la démographie et des activités humaines sur ce qu'on peut appeler le système Terre. Et c'est très important de parler de système Terre, parce que ça permet d'entendre tout de suite, d'une façon un petit peu plus précise, le fait que cette influence massive, c'est l'aller, mais ça n'est pas le retour. En d'autres termes, eh bien, à notre influence massive, le système lui-même va répondre de manière massive, et il a commencé, en quelque sorte, à le faire. Pour bien le comprendre, il faut bien avoir à l'esprit que nous ne sommes plus du tout à l'âge classique, au moment de la naissance de la science moderne. On avait une humanité qui était au-dessus de la nature, étrangère à la nature, une nature qui était une horloge. On pouvait bouger tel ou tel engrenage. Si on le faisait bien, ça n'avait pas de conséquences sur le reste. On n'avait même pas l'idée que ça pouvait en avoir. Alors qu'à partir du moment où on conçoit que nous sommes une partie dans un système, eh bien, tout change. D'une part, on est pris dans une espèce de chaîne et d'enchaînement. On agit, le système réagit, on agit, le système réagit. Et vous voyez bien qu'il n'est pas question de maîtrise dans ce cas-là. Et par ailleurs, ce qui caractérise un système, c'est qu'il peut influer sur l'expression de ces éléments. Il va soit contrecarrer cette expression, soit intensifier cette expression. Et donc, du coup, à la causalité classique, ascendante, où on part du plus simple pour aller vers le plus complexe, il faut ajouter une causalité descendante. C'est l'effet du système sur ses parties. Et du coup, les mêmes causes ne sont pas toujours suivies des mêmes effets. Première chose surprenante. Deuxième chose surprenante, dans l'évolution d'un système, il y a des seuils qui, lorsqu'ils sont franchis, amènent une rupture, voire parfois un changement
même brutale, du système. Or, ces seuils de rupture, il n'est pas possible en général de les connaître, en tout cas parfaitement et très précisément à l'avance. Donc si vous voulez, si on veut comparer l'humanité à un capitaine et son navire, on a bien un capitaine, on a bien un navire, mais cette fois-ci, on a des cartes marines partielles, on ne sait pas où sont les récifs, et quand on donne un coup de barre à tribord, le bateau peut très bien aller à bâbord. Donc vous imaginez que ce n'est pas facile de conduire le bateau civilisation humaine sur la Terre. Alors, effectivement, je propose d'interpréter ce qui nous arrive aujourd'hui comme un état de ce qu'on appelle ce processus d'exosomatisation. Il n'y a pas que les êtres humains qui recourent pour se développer à des éléments du monde extérieur qu'ils détournent. Les oiseaux qui font leur nid, c'est un procès d'exosomatisation, etc. L'outil est d'un usage, bon, peut-être pas systématique, mais assez fréquent dans le monde animal, et au-delà d'ailleurs des grands singes. Et ce procès d'exosomatisation, il permet de comprendre, et on y reviendra, aussi bien le degré d'artificialisation du système Terre que l'on connaît, enfin du système Terre, non, justement, on verra d'aspect du système Terre, mais pas du système lui-même, et il permet aussi de comprendre l'autre veine de notre civilisation contemporaine qui se développe aujourd'hui au travers du numérique. Et justement, ce que j'aimerais montrer, c'est qu'en quelque sorte, eh bien, là où nous autres modernes, nous étions dualistes, on pensait qu'il y avait une séparation nette entre homme et nature, là où nous autres, nous pensions pouvoir, avec nos sciences, avec nos techniques, nous arracher à la nature, eh bien, en quelque sorte, l'Anthropocène, par les effets involontaires qu'il va susciter, eh bien, nous ramène vraiment à une certaine forme d'intimité avec la nature, mais sous une forme paradoxale. Alors, pour faire comprendre ce qu'est cette histoire d'exosomatisation, je vais prendre un exemple, je trouve très très probant. Il y en a beaucoup d'autres, mais je vais prendre celui-là. Et celui-là, c'est un penseur américain, David Abraham, qui l'a magnifiquement développé. Et je vous demande de considérer un petit moment avec moi pour comprendre cette idée d'exosomatisation, tout simplement l'invention de l'alphabet. Alors, avant qu'on ait affaire vraiment à l'alphabet grec, on a eu affaire à l'alphabet hébreu et phénicien. Là, on a affaire à un faux alphabet, si on prend le terme grec, alphabet, enfin d'origine grecque, alphabet, puisque le sens des mots dans les langues sémitiques est attaché essentiellement aux consonnes, eh bien, ce système d'écriture avait pour particularité de ne noter que les consonnes. Et ensuite, effectivement, il revenait à chaque locuteur de vocaliser. Vous vous souvenez, dans l'histoire biblique, le fameux tétragramme, alors qu'on vocalise, nous, Yahvé, mais effectivement, que les Hébreux, en dehors du grand prêtre, ne savaient pas vocaliser. En d'autres termes, l'alphabet hébraïque ne détache pas la langue du locuteur. Il faut qu'un mot soit prononcé, et tant qu'il n'y avait pas les petits signes au-dessus des consonnes, on n'avait pas de signe pour vous indiquer comment on devait le prononcer, eh bien, tant qu'un mot n'était pas prononcé, il n'existait pas. En revanche, tout va changer avec l'avènement de l'alphabet grec. Les Grecs vont noter à la fois les voyelles, bien sûr, mais les consonnes. C'est pas évident de noter les consonnes. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas simplement attaché aussi à la structure des langues sémitiques,
qu'on n'a pas dégagé avant cet alphabet. C'est faire preuve d'un degré d'abstraction assez élevé. Par définition, une consonne, vous ne pouvez pas la prononcer toute seule. Pour prononcer, ça ne marche pas, vous voyez, ça ne sort pas. Il faut dire ti, ta, to, tu. Il faut vocaliser la consonne. Donc c'est déjà un premier effort d'abstraction que de noter les consonnes d'un côté et les voyelles de l'autre. Mais une fois que vous avez noté les consonnes et les voyelles séparément, eh bien le mot existe en dehors de son élocution. Le mot se détache de tous les locuteurs. Le mot devient une chose pour elle-même. Et sans ça, vous ne comprenez pas l'avènement de la philosophie grecque et l'obsession des Grecs pour la question de l'essence, pour la réponse à la question « qu'est-ce que ?» Parce que pour la première fois, les Grecs avaient les mots en face d'eux. Les mots avaient la même consistance que les choses. Ils pouvaient exister en dehors de nous. Et effectivement, sans l'alphabet, probablement pas de philosophie grecque. Et c'est une révolution fondamentale parce que dans toutes les cultures orales, au contraire, la culture, la civilisation se structure par le récit, lequel récit est inséparable du monde vivant, du monde animal, inséparable des lieux. Et avec l'alphabet, c'est une espèce de prise d'abstraction gigantesque, un seuil gigantesque d'abstraction qui est franchi par, entre guillemets, cette simple technique d'une certaine manière, mais dont les effets sur la pensée sont tout à fait fondamentaux. Et c'est parce que les Grecs ont eu l'alphabet qu'ils ont pu se détacher du récit, du mythe, et qu'ils ont pu chercher et s'intéresser aux relations causales des phénomènes les uns vis-à-vis des autres, parce qu'ils pouvaient en quelque sorte s'abstraire du monde sensible. Donc une révolution est une invention tout à fait fantastique. Alors, pour ne pas vous ennuyer, je laisse un peu les autres choses. Effectivement, on peut comprendre le langage doublement articulé humain de la même manière. C'est par la matérialité des sons, comme disait de Saussure, que l'on peut opérer des distinctions dans le nuage de la pensée. C'est la matérialité des sons qui fait naître des sens et qui permet de distinguer les sens. C'était sans doute le premier stade de ce très vaste procès d'exosomatisation. Et ce que nous montre David Abraham, eh bien, c'est que ce procès est forcément ambivalent. Il nous a amené des choses extraordinaires. Moi qui fais partie de la corporation des philosophes, je ne peux pas critiquer l'alphabet. Mais en tout cas, ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il a permis une sorte de détachement par rapport au milieu. Ce qui caractérise tous les peuples oraux, c'est au contraire une empathie extrêmement forte avec le milieu. Et tout sens est attaché à la vie du milieu, à la vie animale. Et évidemment, avec l'alphabet, comme le dit si bien David Abraham, la nature s'est tue. Alors elle nous reparle à nouveau, mais vous allez voir, sous une forme quand même relativement différente. Alors, on a là une sorte d'exosomatisation de nos capacités cognitives et dès l'invention du langage, et on peut avoir une exosomatisation des capacités cinétiques du corps avec les machines. Et effectivement, c'est par les deux que l'on peut expliquer ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est-à-dire en quelque sorte un procès d'exosomatisation cancéreux.
comme on va le voir, on enfuit la nature sous une couche de plus en plus épaisse d'artefacts. Et d'où justement, si vous voulez, le fait que les géologues eux-mêmes, et presque comme par anticipation, s'intéressent à l'Anthropocène. Parce qu'on va le voir quand on regarde les couches qui datent d'une cinquantaine, soixantaine d'années, elles sont assez surprenantes et très différentes des couches géologiques antérieures. Alors, je vous l'ai dit, l'Anthropocène, c'est ce qui découle de ce qu'on a appelé la grande accélération. Entre 1950 et 2000, la population humaine va passer de 3 milliards à 6 milliards, et le PIB, forme d'expression des activités humaines, va quant à lui décupler. Et donc, on va là, très brièvement, restituer, si vous voulez, les trois formes d'appui, les trois étais, les trois fondements, fondations de cette notion d'anthropocène. La première nous renvoie à une approche purement géographique. Alors, je suis un peu désolé, elle est liée à des chiffres, je vais vous donner quelques chiffres. C'est par exemple 83% de la surface des terres émergées, non glacées, qui subit une influence humaine relativement forte. C'est jusqu'à 90% de la photosynthèse qui est, elle aussi, sous influence humaine. C'est une transformation alors, de toutes les sphères, si vous voulez. Donc la première des sphères qu'on a transformées, c'est les sols, c'est donc la pédosphère. Si vous prenez par exemple un centimètre cube de terre dans une des grandes prairies européennes, puisqu'on y utilise plus d'engrais que sur les cultures très extensives, eh bien, dans un centimètre cube de terre, vous ne trouvez plus que 150 000 micro-organismes. Si vous arrivez encore à trouver une prairie naturelle, il se compte par milliards. Donc c'est presque une quasi-éradication de la faune du sol à laquelle nous avons procédé sans d'ailleurs forcément le comprendre. Ensuite, nous avons aussi bouleversé, alors cette fois-ci, la lithosphère, c'est 120 km de profondeur. On ne l'a pas bouleversé jusqu'à 120 km, mais en tout cas, par exemple, jusqu'à 100 mètres, on a exploité toutes les richesses minérales possibles. On va aujourd'hui chercher du pétrole jusqu'à 8000 mètres sous la mer. On va chercher des métaux largement au-delà du kilomètre, etc., etc. On a aussi complètement bouleversé l'hydrosphère. On a construit beaucoup de barrages. On a épuisé beaucoup d'aquifères. On a même fait que certains fleuves, le fleuve jaune, le Colorado, n'arrivent pratiquement plus à la mer, ou si ce n'est pour le Colorado qu'un simple petit filet d'eau. Nous avons aussi, sur le plan du vivant cette fois-ci, et au sens restreint de la biomasse, nous avons détruit quasiment à peu de choses près la moitié de la biomasse animale. Par exemple, entre 1970 et 2015, nous avons détruit 58% des vertébrés sauvages. Et de façon plus générale, enfin si vous voulez, on a métamorphosé notre environnement. Mais justement, tant que l'on dit ça, on ne voit pas exactement ce qui se passe. On a l'impression d'une maîtrise, justement, comme je le disais tout à l'heure, de l'action humaine sur le milieu. Et la vision qu'on a des choses reste tout à fait statique. C'est pas mieux lorsqu'on prend le deuxième été, la deuxième fondation, et lorsqu'on se tourne, cette fois-ci, du côté de la géologie, et plus précisément de ce qu'on appelle l'analyse stratigraphique, c'est-à-dire les couches géologiques. Et là, je vais aussi aller très vite, le temps passe, mais si vous faites une coupe du sol, vous remarquez très vite, même quand vous n'êtes pas géologue, ce qui est mon cas, lorsqu'on passe aux années 50. À l'œil nu,
les sédiments sont extrêmement différents et ça se voit. Alors, je vais simplement vous donner quelque chose. Déjà, ces sédiments sont bourrés de technofossiles. Dans certains cas, on y trouve d'ailleurs des choses très bizarres. Aujourd'hui, vous trouvez une roche qui étonnera sans doute les géologues de l'avenir, s'il en est encore, le plastiglomérat. Parce que parfois, la lave volcanique traverse une déchetterie, elle se mélange avec le plastique et elle crée une roche très très particulière, un mélange de plastique et de roche. Évidemment, vous ne trouverez pas ça à l'état naturel. Et puis, vous allez trouver, mais partout, sous une forme qui finit par pulluler, des petites sphères de carbone qui sont des résidus de l'énergie que l'on brûle, que l'on consomme en masse depuis les années 50. Et là aussi, on a en quelque sorte une idée relativement statique des choses. On a l'impression que l'humanité couvre la nature de ses déchets, enfouit la nature petit à petit sous son propre monde de résidus et de déchets. Là encore, on n'a pas vraiment une idée très correcte de ce qui nous arrive. Et en revanche, c'est quand on essaie de comprendre les interactions avec le système Terre qu'on comprend mieux en quoi consistent nos interactions avec le système Terre. Je vais prendre un exemple que je trouve tout à fait significatif. Le changement climatique, donc le réchauffement de la température à la surface du sol, provoque une fonte relativement rapide, par exemple, de l'inland sea du Groenland. Évidemment, cette fonte change la masse glaciaire qui pèse sur le continent. Du coup, le continent remonte, alors rassurez-vous, il ne remonte pas de plusieurs mètres, il remonte, et en remontant, eh bien, il modifie légèrement la tectonique des plaques, et il modifie légèrement les activités volcaniques. Là, on comprend beaucoup mieux en quoi nos actions affectent le système Terre et, évidemment, d'une certaine manière, le système Terre réagit. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, eh bien, nous provoquons, et je vais reprendre une expression du sociologue français Bruno Latour, nous provoquons des puissances d'agir. Je vais vous donner simplement quelques exemples. En 2013, aux Philippines, vous avez le cyclone Haiyan, qui a beaucoup fait parler de lui parce que c'était le plus violent auquel on n'avait jamais assisté. Et on a pu mesurer des rafales de vent à 379 km/h. On est là à un peu plus la moitié de l'effet de souffle d'une bombe. Effectivement, quand vous êtes en proie à une telle tempête, il n'y a pas grand-chose qui résiste. Et prenons quelque chose qui n'est plus de l'ordre de l'événementiel, mais qui est de l'ordre du changement irréversible qu'on est en train de provoquer. Imaginons que nous ayons une hausse de la température à la fin du siècle de 3 degrés. On aura sans doute, ce ne sera pas simple, de stabiliser à 3 degrés. Au maximum, d'après certaines études, on arriverait à 2,5 degrés, mais on s'y prépare pas. Si nous arrivions à maîtriser nos émissions de telle sorte que l'on ne dépasse pas les 3 degrés à la fin de ce siècle, faites bien attention, nous aurions 2 degrés de plus qui s'exprimeraient vers le milieu du 22e siècle, parce qu'encore une fois, un degré de concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère n'exprime jamais immédiatement ses effets. Il lui faut 30, 40, 50 ans pour commencer à les exprimer, et un siècle et demi
pour en exprimer la plénitude. Donc si nous avions 3 degrés à la fin de ce siècle, nous aurions, nous disent nos modèles bien sûr, 5 degrés à compter du milieu du siècle suivant, et probablement, toujours selon ce que nous disent nos modèles, pour à peu près 5000 ans, avec ensuite un lent décrescendo. Donc là, on voit très bien, si vous voulez, que ce qu'on a fait est un processus d'une toute autre ampleur qu'une simple modification de notre environnement à un instant T. Nous sommes en train de provoquer un changement d'état du système Terre. Donc, je vous le disais, il y a une sorte d'expansion cancéreuse de ce procès d'exosomatisation et qui affecte puissamment le système Terre. Très probablement, la conséquence en est que les générations futures vont devoir vivre sur une planète où les zones habitables vont se restreindre sous la pression de la montée du niveau des mers, donc du retrait de la côte, du trait côtier, sous la pression de l'aridification de certains territoires, sous la pression de vagues de chaleur qui vont faire que des zones entières ne deviendront plus habitables, en tout cas en permanence, sur Terre, avec une Terre, je n'en ai pas parlé, mais qui est, je y fais allusion avec mes activités qui exploitent les sols à largement plus de 100 mètres, avec une Terre appauvrie, sans doute en disposant de moins d'énergie, donc vont devoir vivre, et ça sur un temps très très long. C'est pas le Moyen-Âge, hein, pour le coup, là. On parle en milliers d'années, au moins, sur un temps très très long, dans des conditions qui seront plus hostiles, de façon générale, au séjour des hommes. J'ai combien de temps encore ? 5-10 minutes. Alors, je voudrais aussi évoquer une autre forme d'exosomatisation qui aujourd'hui nous tend à faire écran et à faire croire que finalement nous jouissons d'une telle puissance qu'il n'y aurait pas à se soucier de ces changements qui affectent le système Terre. Et là, j'en arrive en quelque sorte à la suite du procès d'exosomatisation de nos capacités cognitives. Et je veux essentiellement parler d'intelligence artificielle. Et vous connaissez ce mythe, entretenu d'ailleurs par les grands de l'industrie informatique, Google, Apple, etc., ce qu'on appelle la singularité. En d'autres termes, à un moment donné, on verrait plusieurs formes de génie, biotechnologie, etc., mais surtout sous la houlette, je vais revenir, de l'intelligence artificielle, atteindre un degré tel que plus aucune limite ne pourrait s'opposer à l'action des hommes. Alors, Dieu merci pour nous d'ailleurs, c'est une fable totale. En général, cette fable, on l'a construite autour de cette fameuse loi de Moore, qui n'est pas une loi, mais qui est un constat, effectivement. Ça a marché pendant plus de 50 ans, où tous les 18-24 mois, les microprocesseurs ont vu leur puissance doubler. Mais le problème, c'est que, justement, en quelque sorte, les lois changent en fonction de l'échelle. Et lorsqu'on atteint l'infiniment petit, bien évidemment, à l'échelle du silicium, les possibilités ne sont plus les mêmes. Mais peu importe, je vais prendre quelque chose de plus précis pour vous montrer qu'on nous raconte un peu n'importe quoi.
Alors c'est vrai que l'intelligence artificielle fait des prouesses. Par exemple, on est capable d'extérioriser certaines fonctions cognitives. Par exemple, la fonction perception, la fonction analyse des perceptions. Et par exemple, un système d'intelligence artificielle qui va analyser des visages va pouvoir analyser des millions de visages, ce qu'aucun de nous, évidemment, ne serait capable. Là aussi, on a une sorte de seuil quantitatif, pas du même ordre que mon seuil d'abstraction tout à l'heure, mais un seuil quantitatif assez étonnant. Et surtout, on essaie de nous inquiéter en nous disant, mais attention, nos processus d'intelligence artificielle aujourd'hui sont capables de changer leur propre code, de construire leur propre programme, et donc devenir autonomes. Et un jour, ils deviendront totalement autonomes, ils ne nous oublieront plus, et ils nous remiseront au magasin des oublis de l'histoire. Je vous rassure, si vous l'étiez déjà, c'est pur fantasme. Effectivement, ces systèmes peuvent auto-apprendre, peuvent construire un programme, faire évoluer leur programme. Certes, ça c'est juste, mais ils le font en fonction d'algorithmes d'apprentissage qu'ils sont totalement incapables de bouger, parce que c'est grâce à ces algorithmes précisément qu'ils sélectionnent et qu'ils peuvent, entre guillemets, apprendre. Et donc, en aucun cas, aucun de ces systèmes n'est capable de revenir sur ces algorithmes, puisque c'est le fondement des opérations. Et à cela s'ajoute qu'ils sont totalement incapables aussi de revenir, pour nous d'ailleurs, de revenir et de changer la finalité associée à cet algorithme. Alors que nous autres humains, nous sommes capables de revenir, pas toujours très fréquemment, mais de revenir sur certaines règles fondamentales, de les réfléchir. Le propre de l'intelligence artificielle, ça n'est en aucun cas de pouvoir réfléchir sur les règles que l'on produit nous-mêmes et qui permettent ensuite, dans un second temps, l'auto-apprentissage. Donc l'idée de machines qui deviendraient autonomes, et pire encore pourrait entendre, par exemple, de machines, alors remarquez, ça leur arriverait plus souvent qu'à certains hommes, mais de machines qui, pour une raison de scrupule moral, par exemple, refuseraient d'obéir aux ordres qu'on leur donne, tout ça n'est que pur fantasme. Et on a véritablement affaire à un procès d'exosomatisation, mais qui est plus quantitatif en fait. Quand on voit bien, puisque là, à la différence de ce qui se passait pour l'alphabet, c'est pas l'ensemble du monde de la codiction qui est changé, c'est une fonction cognitive. Et c'est une fonction cognitive qui, par son exosomatisation, atteint des performances dont nous, effectivement, livrés à nous-mêmes, sommes incapables. Autre manière de parler qui est tout à fait insupportable, vous en souvenez, quand le champion mondial du jeu de Go a été battu, entre guillemets, par une machine, on a dit « la machine a vaincu l'homme ». C'est faire preuve d'une fétichisation fanatique. C'est évidemment pas la machine qui a vaincu l'homme. C'est une noria de chercheurs s'appuyant sur une accumulation gigantesque de savoir, elle-même en partie exosomatisée. Pensez au système de notation mathématique, par exemple, qui ont construit un procédé qui est plus fort que le champion du jeu de Go, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et si vous prenez au sérieux mon histoire d'exosomatisation, vous en tirez la conséquence que la pensée n'est pas dans la boîte. La pensée, elle est sociale, elle est culturelle. Un cerveau nu, ça ne pense pas. D'ailleurs, une machine nue non plus. Il lui faut ces habits fondamentaux que sont les algorithmes initiaux. Donc, on est en plein fantasme. On veut faire écran avec ça pour nous empêcher, en quelque sorte, en tout cas, nous dissuader, c'est plus exact, de regarder cette réalité assez méchante
que je vous ai indiqués. Alors, ça ne veut pas dire que, si vous voulez, qu'il n'y ait pas une révolution numérique. Au contraire, on a un stade différent d'exosomatisation, que ça ne pose pas à nos sociétés des problèmes gigantesques. Bien sûr que oui. Mais regardons les vrais problèmes. Et n'en créons pas de faux pour déjà mévoir les problèmes posés par le numérique et en plus s'encourager à ne pas voir d'autres problèmes qui sont très importants. Très franchement, je ne crains pour ma part beaucoup moins un architecte, une espèce de dieu artificiel, que le fait que l'on aura des difficultés à se nourrir dans quelques décennies. Je pense que ça pourrait être assez intéressant de le regarder de près. Je crois que je vais en arrêter là. Vous avez, sous la forme écrite, les espèces de conclusions que j'ai essayé de faire. Comme vous les avez sous les yeux, on peut ensuite, si vous voulez bien, en discuter, mais je crois que je ne veux pas abuser de votre patience avec la langue française. Merci de votre écoute. Bhfuil na córas follaíochta tá agan faoi láthair an anfreagart don na dúchláin seo go háiridú híhann cin na ggéirchéime écolaí tá bagart ar an damhanda bhfuil an sort córas riarachan agus rialtas in ánaige sin. Je vais essayer de répondre à la question, mais je vais commencer par une première remarque. C'est non seulement effectivement nos démocraties ont bien du mal à répondre aux défis de l'environnement global, et de la modification du système Terre, mais malheureusement, elles ne sont pas pour rien dans cette situation. Je vous donne un simple exemple. En 1980, il y a 35 ans, la moitié des gaz à effet de serre accumulés dans l'atmosphère était le fait de 2 pays seulement, l'Angleterre et les États-Unis. So, nu tá níháin ghfuil deacracht ag na córas chuin lethach aíúirt ar an dúchán seo, ach ghfuil chuideach go freigrach as an áitiú bhfuilimar agus mar hampla thug sé san 1980 leath na ngásannaí tá téamh an domhain tháinig siad ó ráthíir sin le rá Sasna agus Stáitiúntaí Mheiriceá. Alors, maintenant, pour comprendre pourquoi nous sommes mis dans cette difficulté, il faut bien vous rappeler ce que je dis tout à l'heure, c'est-à-dire que, en fait, on franchit des limites, on appelle ça les limites planétaires, et quand on les franchit, il n'y a aucun signal. Il n'y a pas de douanier pour nous dire « ça va pas, vous devez passer à la caisse ». En fait, on va payer les conséquences, passer à la caisse que 30 ou 50 ans plus tard. Et donc ça, c'est un véritable piège. Et nous sommes tombés, c'est normal, on peut comprendre, nous sommes tombés dans ce piège. So, dar leis gur hittimar isteach ngaiste in seo san áitiú bhfuil an cinna déine tréis dul na teornachaí seo atá an a bhrise, níor tháinig céin chóirtha níor a córas a bit an le muid stoppa ó gáil tríd thar na teornachaí seo, agus sé tá tarlaí ná ghfuil muid tréis gáil thar na tarsaí seo agus go méid costas le níoch lá níos fuide an ón sin leirta sé chutha siar ach béise le níoch. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au bout d'un certain temps, il y a des lanceurs d'alerte, le GIEC, qui nous avertissent de la situation, mais en nous disant, dans 30 ans, dans 40 ans, ça sera horrible. Et ça, pour des raisons anthropologiques, ça nous laisse indifférents. Si vous dites à un chasseur-cueilleur, attention, là où tu es, dans 30 ans, un mammouth en furie va passer, ils s'en fichent. Et nous réagissons exactement de la même manière. Tá leis tá nu tá tarlú le daine tá chur fannicáir in faoi seo go bhfuil gná ragart sin duine an reflex ar seo de an anthropolaíochta sin ráach an túneúdaine ghfuil rud a cinint míhanamhacha go le tarlú faoi chean tucha blian in san áitiú bhfuil sé níúir sé ard, níúir an duine ard ar na fannic ar na falláirih sin. Ensuite, les avertissements des lanceurs d'alerte, ils sont
très abstrait. On parle de ppm, on parle de 2 degrés, 3 degrés, tout le monde voit la température chaque matin augmenter 2, 3, 4, 5, 6 degrés, ça n'est pas un problème. Donc les indicateurs que l'on donne à tout le monde ne nous disent rien, c'est-à-dire ils ne renvoient pas à une véritable expérience sensible. Agus an aibetán freisin leis gwil na fulmochaí faoin na bhfuil na rudí seo a chur láthir na ní tá si dro hebi I gás céimeannaí teochta nó tosaí eile sé seo iad na indicators atá an gunna rudí seo bhfuil siad róhebi agus nachhfuil siad a tagart de haithí an duine go ddíireach rud a racha bhaim ar chuoine. Un autre problème encore, c'est celui de la responsabilité morale. Nous autres humains, on se sent responsable des dommages qu'on inflige de façon évidente, accessible au sens, à une personne présente. Là, on ne peut pas le faire sans se sentir coupable. C'est la fameuse règle d'or, hein. Ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Or, en matière d'environnement, ça ne marche pas. Les dommages que j'inflige, c'est à distance dans l'espace et c'est à distance dans le temps. La règle d'or ne marche pas. Goil tan réal seo atá an hí freigrach do déine ná déanaar chun eile an rud nar bhhaile go dhéanach an duine eile orthain. Brahan sé sin chuidhá nó go thomlána dúir sé ar an rud seo a bheith soicí a bheith gar an duine tála an duine hain. Maidir le rudaí atá go le tarlú a bhhad amach san am nó a bhhad ó bhaile ó achar fisiciúil ní héintse sin a bhaim ní atá teap ortha sin go le bhaim ar riine. Et dernier argument avant d'aborder l'aspect proprement politique, comment me sentirais-je responsable d'une situation qui serait grosso modo identique si je n'étais pas né? Comment me sentirais-je responsable d'une situation qui serait identique si je n'étais pas né? Si je n'étais pas né, ou si vous, Brendan, vous n'étiez pas né, les grands indicateurs environnementaux, j'en suis désolé pour le narcissisme de chacun, seraient identiques. Ok, je weet toch met je vraagt. Níl an duine éonar ná an freigart an rudí seo a hálach fiú mar meach an duine sin an. Níl tan bon rud sin gist chumá. So sin an argumentéarnach atá gus so mo sé rainis go dtí an toise nó an gidé folitiúil den cheist seo ó cheart. Après, il y a des raisons proprement politiques pour lesquelles, effectivement, les démocraties ne réagissent pas. Normalement, c'est effectivement plus compliqué, mais normalement, les démocraties prétendent, c'est plus difficile avec en temps de néolibéralisme, mais les démocraties prétendent maximiser le bien-être des individus. Vous ne verrez jamais quelqu'un se présenter devant les électeurs en disant « Après mon passage, vous irez beaucoup plus mal ». So sin deachart tá nóíh na néonlaith na ggóris réonlaach atá fi láthir ná go bhfuil sé mar raimachcha sonas mar dear an líana smó daoine a chruthú agus ní éic sibh politeoirí goilescóla fphobal rá a bhhailairt. Is tá sé seo rudbeh níos deachra dúirt sé ins na córis nualibrálacha atá ar Robert faoi láthir. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça ne marche pas avec l'environnement. Parce que précisément, si on veut me demander quel est mon état de bien-être, je suis la source de la connaissance. En matière d'environnement, mes sens ne m'informent pas sur les grands mécanismes de dégradation. Donc moi-même, je n'ai plus le thermomètre. Et donc je peux dégrader sans rien en savoir. Et encore une fois, le citoyen n'est plus, comme pour le bien-être en général, la source de la connaissance en matière d'environnement. Il est en quelque sorte débouté. So sin rud atá an stocha Tá ní aibrín na fanicí seo na falláirh seo ó híh cuasaí timpachta ní on sin a gcuid céad faoi héin den na daoine bhfuil dochar a dhéanamhacha anseo ní léon rud aráisiú lo sa post sé seo bunaithe ar an déonlahas agus gur bé an síránach mar deartha bonchloch nó príomhéine den déonlahas agus nachhfuil níl an reagracht seo Alors, j'ai déjà évoqué aussi l'autre difficulté politique, hein, c'est qu'il faudrait agir très en amont, avant de subir les dommages,
pour justement ne pas les subir. Et ça, c'est très très difficile politiquement d'imposer, pas d'ailleurs forcément tout un effort, mais un changement important de comportement sans que ça corresponde à une amélioration instantanée, enfin en tout cas qui viendrait assez vite. Agus rodile tá lu sé hena sé sin le go gahar na ceisní seo réiteach tamil mar a bhré agus ó híh rudí mar seo ní bhéh tortha feiceálach ortha go lua agus is deachreachta é seo le réiti agus réiteáile cheistena tíbhiste an choras polúil féh fé mar raimín sé. Très rapidement, enfin, il y a plusieurs raisons, mais au moins finissons sur celle-là. Le cahier des charges de nos démocraties, depuis la philosophie du contrat, c'est de produire un maximum. Agus an rud mór sin ná go ben an chlár éibre atá ag na cóir scoinlacha faoi láthair agus is deachart an bhór seo i meas cí eile nach lua sénis ach go ben deachart mhór atá an ná gur bé aim a chóir seo ná airad agus is féidir a háirge, an maximum a háirge. Merci monsieur pour une intervention très intéressante et pour moi pleine des idées nouvelles. Et j'espère que je peux poser ma question en français et puis en gaélique si vous voulez. Si je comprends bien, la théorie de Abrams, il a lié la exosomatisation avec au développement linguistique dans l'alphabet de la grecque et des autres langues comme ça. Est-ce qu'on peut lier maintenant l'exomatisation qui détruit la Terre, peut-être, qui met la Terre en danger? Est-ce qu'on peut lier ça avec des langues et des langues particulières? Peut-être nous pensons à les États-Unis et l'Angleterre, comme vous avez dit, comme ça. Abrams Kangaliana idir tanga fuile an réige shibas an shiniyish na tanga chadusai nabiti le gneig an obershot ar one an kursi an of shaftrach an féidirling an skrisatar a yana fuiláhar ag an dinne a yanan rodi shaftrach beter technoliocht agus riverocht an féidirling a shin freshen a changel le tanga cho fuile. Merci, c'est une superbe question. Alors, comme il est très difficile d'y répondre, je vais déjà tourner autour. Déjà, petite précision, David Abraham ne parle pas, lui, d'exosomatisation, mais peu importe, l'exemple qu'il donne avec l'alphabet est tout à fait magnifique. Et lui-même dit qu'il n'y a pas que l'alphabet, il aurait pu prendre la notation mathématique, il aurait pu prendre d'autres choses. Il y a effectivement d'autres indices matériels qui vont faire que la façon de penser va changer. Maintenant, est-ce que c'est lié à certaines langues? Alors, en tout cas, effectivement, par exemple, même des gens comme Benveniste en convenaient, le linguiste français, il y a sans doute des langues qui sont plus propices à l'exercice de la philosophie que d'autres. C'est les langues où on a en un même mot le sens de la copule, un A et B, et puis le sens de l'existence. A existe. Et donc, ah oui, pardon, excusez-moi. Oui. Merci. D'accord. Déir sé Maidir Abraham níl sé mar chud go leabhar Abraham go bhfuil ceangal nílún teisna an ceangal seo idir teangachaí agus exosomatisation go dtíobh nílún sé an term sin na héin. Nus Maidir le teangachaí ára de bheith níos éúnaí mar nó níos cléanta dro na tebaíochta seo ná chéile dar leis go bhfuil teangachaí áirithe níos éúnaí nó níos goide do chósaí fáilsúnachta ná a chéile tá sé seoráte hanahéin ag an teangódaí Francoch Benveniste
agus gur ber teangaí seo gohfuil structúr an bhhainnis le rudaí a bheith an existence, gohfuil coppel agus bríre substantiacha tá agus bríre tá timppla me ontú. Merci. Alors, je ne pense pas qu'on puisse parler non plus de causalité. Par exemple, effectivement, la langue hébraïque se permettait, enfin les langues sémitiques, se permettaient un peu un détachement, alors, pas des syllabes, des consonnes prononcées. Enfin bon, sans doute qu'il y a des facteurs comme ça, mais on n'a pas une causalité. Je pense que ça serait assez faux de voir une sorte de causalité mécanique, si vous voulez, entre telle langue et les développements d'une pensée. Donc du coup, j'aurais du mal à répondre à votre question, mais je répondrai bien par une boutade. Je ferai le lien entre la langue, ou plutôt la mauvaise qualité de l'expression de Donald Trump, c'est-à-dire un langage d'un enfant de 10 ans, et sa passion de détruire toutes les régulations. Ní bhhaillis go meach ceangal cúise díreach idir nádúr teanga áirid agus nádúr na scríbhneáirsta sa teanga sin thug sé sampla nach chud cainte agus sa scriptan sin faoin eabhrais áit bhfuil na consanna agus gur dócha go bin a chur an scara seo idir an duine agus an dáhain. Ní féidir sin eáil go meicnú ní bhhaillis go ceappaí gur féidir sin dhéanamach go meicnú le gás chuile hanga. Is ceist deacarí seo dúirte agus go bhhaillis sort freagra chuirtéir trí sort breanúir ar bhealach creanúir se sin le rá go bhfuil ceangal díreach idir levéil íseal nó drochaidán teanga agus orláire Donald Trump agus an fónatá ar chuile rialachas atá an iscríos. Merci bien pour une présentation. Mais comme Brandon, je crois que c'est un peu pessimiste en fin de compte. Alors il faut s'en aller éteindre les lumières. C'est la fin. Et je voudrais donner peut-être des évidences que la civilisation a la capacité de faire un saut en avance. Premièrement, il y a l'accord de Paris. Ça ne suffit pas du tout, mais c'est dans la bonne direction. Deuxièmement, il y avait la semaine dernière à Dublin le président du panel international sur le changement du climat. Il a dit qu'ils sont en train de préparer des rapports sur comment contenir l'élévation de température à 1,5%. C'est peut-être non réaliste, mais c'est en train de préparer. Troisièmement, moi-même, je suis président d'une petite société civile à l'Ouest qui a pour but de relier l'homme avec la nature, de guérir, en quelque sens, la rupture entre la nature et l'esprit. Alors, ces trois petits exemples, mais ils montrent peut-être qu'on a la capacité d'apprendre, de guérir cette message qu'on puisse maîtriser la nature. C'est très tard, mais il y a la capacité de la civilisation de faire cette saut en avance. Ceachtó go mé goilge sin beidir dosach mar bhfuil aon géirí an bhhairtín. Darla Martin agus cheap sé go meach Brendan ar aon túm leis go méidir ghfuil gur an chaintenocht beidir rubbag ró édóchasach agus mar chóirí dóchas go níos rágu gur cheart bheith dóchas faoi chuilehort ach go bhfuil rudí dearfacha a tarlú agus gur féidir dhéana chud agáil sa dosach báire an taintú faoi chósaí éráide an conrafáris ar chósaí éráide cínte ní réitá sé chuilehortachas céim sa teo cearta an sin le goid seachtain hinna b maiile clíomhí uachtarrán
tar chorlíidir náisiúnta timpplaachta a caiintear ardú teocht a réanú síoscadí 1.5 faoin géad sé sin rá sprucht níos ísle a churáin agus sa tíúháin sin tá an cuman nó an agriocht ag héana in éar na héirna tá gobar le daoine agus an dúra a chur aráis i deagháil le chéile, dar leis go bhfuil bailíán de fólam agus le daoine leis an bhréig seo atá an gúil smacht aigen duine ar an áúr an bhréig sin mar deartha an chuhfuil mu brathir an réig sin i leis. Merci de votre question. J'ai envie de vous croire. Ce que je dirais pour rester, si vous voulez, disons, m'engager le moins possible et puis essayer de dire la chose la plus solide, c'est que on a engagé une amorce de changement du système Terre, ça je pense qu'on n'arrivera pas à revenir en arrière. Maintenant non plus, l'avenir n'est pas écrit. D'accord. So sé se rá bhile sé seo ag créistúint ach tá mar sin héin tá tús chutha le próséis ahraithe ar a ggóras damda, ní féidir sin a chasa sír. Alors, pour la première fois probablement dans l'histoire, on a à la fois les incertitudes qui conviennent à l'histoire, de manière générale, à l'action humaine, et en même temps on a des paramètres physiques qui peuvent nous permettre d'avoir une idée quand même relativement précise sur une partie du devenir du monde. On peut difficilement le nier. La manière dont on va réagir, effectivement, elle peut vraiment changer, elle peut s'accélérer. Et il y a, dans la réalité aujourd'hui, il y a des éléments qui sont des éléments positifs. Par exemple, la capacité au monde l'an dernier, la création et la proportion de création de capacité d'électricité, de production d'électricité non carbonée au monde, on est un peu en deçà de la moitié. Ça va vraiment dans un très très bon sens. Mais bhile sin freigrataige sa gon chéadú sa stair mar sin tá éiginnteachtaí bhí an riomh gúsaí staire agan ach san amcéanna tá paraméidir níos cruinn á riomhan is agan leis nachrú tá atáú gúsaí timpplaachta ó thóis. Ach céinte is féidir dlúsa chur leis an obair le íirtaíanamh sríanna a chur ar an nachrú seo agus meas cóirí eile cheapan sé tá dearfach tá bhfuil méadú anhearfach ar fád tíocht ar méid leitreachis atá a háirge gan carbón. Mais je voudrais revenir sur les 1,5 degrés. Comme vous le savez, c'est une commande politique des petites îles, parce qu'effectivement, au-delà des 1,5 degrés, de toute façon, elles vont disparaître. Tuvalu, c'est déjà engagé. Bon, il y a déjà la salinisation des nappes phréatiques au milieu de l'île. Je continue un peu ou... Oui. Alors, en fait, c'est tout simple. Si je prends là où on en est en termes d'élévation moyenne de la température, on en est à 1 degré, 2 dixièmes, 7 centièmes. On pense qu'on doit enlever de ça 1 dixième, 7 centièmes liés à El Niño. Le début de l'année, on verra bien. Mais voilà, donc disons qu'on est à 1 degré, 1 dixième au-dessus des moyennes de température de 1880. So, maidir leis an 1.5 faoin géad fiú leis sin ardóthaí levéalt na farige, rathí Ileán áirithe rath siad faoi isce, agus fiú in na Ileán sin tá isce sáile i tíochttasteach san isce tá faoi halahhaanta. Maidir leis an ardú sin faoi láthair go bhfuil muidir ráta hartar c'est 1,17, c'est ça? Alors, c'est 1 degré, c'était 1 degré, 2 dixièmes, 7 centièmes. Et moi, je vais prendre 1 degré, 1 dixième, parce qu'on enlève l'effet El Niño. On est à 1 degré, 1 dixième de plus. De plus. So, tá muid 10.1 céim as céan an level bhí agan 1880 má bhaine tú as éfacht El Niño. C'est naigin hiún. Alors, pour finir, je vais essayer d'être rapide, mais vous me pardonnerez cette expérience dévancée, mais comme je suis suisse, je vais vous inviter à devenir tous des marmottes. Et à tous hiberner. Et on va hiberner jusqu'en 2050. C'est fait, nous sommes en 2050. Eh bien, il fait au moins 6 dixièmes de degré de plus que 1 degré, 1 dixième. Ça fait 1 degré,
7 dixièmes alors qu'on n'a rien fait. C'est plus que les 1,5 degré. Tout simplement parce que en 35-40 ans, le degré de concentration d'effet de serre aujourd'hui va commencer à s'exprimer, celui des 40 dernières années. Ça nous fait 3 dixièmes. Les aérosols projetés dans le sud vont retomber au sol. Ça fait 3 dixièmes. On est à 1,7 degré. Et puis vous me rajoutez à ça, mais ça on ne sait pas le calculer, quelques petites fuites de méthane, ce n'est pas des petites, hein, c'est des très grosses, dans les grandes latitudes, on sera sans doute à plus de 7 dixièmes en plus. So, mar scéal mar sin dúirte doach muidir lugan ar gola am stadach an dahain idir segus rábhíl sa chuige agus dúiseocht an sin, gombeach muid hena hína go bhainte sin 1.7 géim, gan tá de bheith dianta gan éonrad a tarlaí, bheith muid 1.7 géim as cín an méid cin na teochtatá an faoi láthair, agus bheith rudí eile a chuir lei sin bei éfacht rud a bhíine sé sa chainte ag an nuair se chaint, bei éfacht ag na gásaní tá bainteach le téamh damhanda, bei an éfachtúd a gébrúach níos mó le himimecht aimsere hart ar cearcha blian. In áiticha áirid sa leasféar has bei ábhar aerosol a tiitim a teachta nuas go dtí an talamh agus bei factóí eile rénos a chuir seo a chur an tardú teochta seo sús pí má beidir as cín 1.7 sin le gan mór an íon chorbe má dírt tá stad a chuilhort fí láthir agus lenas go ra gan bheith chur le rudí nua amach a chuideach leis an téamh damhanda. Merci. Cámid a ghiniúis le tá na dóirseoirí gur go bhile, so cámid deire chur leis an cuid seo an seminar.